Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours d'entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, entrepreneur soucieux du bonheur des autres et je suis super content d'habiter cette région dynamique et pleine de profils formidables. Avec Le Pompon, j'ai envie d'aller à la rencontre de ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise, artistes, sportifs de la région qui créent, avancent et rêvent pour vous partager leurs histoires. Je vais m'intéresser au parcours de mes invités, à leurs échecs, leurs réussites et à ce qui les anime au quotidien. Je suis sûr qu'ils vous inspireront pour que vous aussi, vous vous éclatiez dans la vie que vous choisissez. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de Condillac Expertise. C'est THE cabinet d'expertise comptable à Bordeaux pour les entrepreneurs. C'est un cabinet qui rafraîchit la profession et facilite notre compta. Ils ont 2 applications hyper pratiques. Par exemple, on prend un ticket de caisse en photo ou son billet de train via l'application et bim, c'est dans notre compta. C'est clairement un outil créé pour nous faciliter la vie d'entrepreneur. Ils ont des équipes ultra compétentes, sympas et disponibles et ils organisent plein d'événements dans l'année. Bref, vous l'aurez compris, Condillac Expertise, c'est le partenaire idéal à Bordeaux quand on est entrepreneur. Si vous toquez chez eux de ma part, avec le code promo La Compta c'est cool, les coûts de création d'entreprise seront offerts. Et si elle est déjà créée, ce sont 2 mois d'honoraires qui sont offerts. Et ça, c'est hyper cool. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Laporte, fondatrice et directrice de l'agence social media OTA. Elle est aussi formatrice et conférencière en stratégie réseaux sociaux, influenceurs et social ads, directrice du master communication digitale et social media à l'INSEC Bordeaux et plein d'autres casquettes. Elle, qui a commencé dans le web à 16 ans, a une énergie débordante. Elle le dit elle-même, elle a eu 10 000 vies avant ses 22 ans, aujourd'hui elle en a quasiment 31, alors je vous laisse faire le calcul du nombre de vies. L'interview est à son image, à 1000 à l'heure, ça part dans tous les sens, on aborde plein de sujets, donc forcément j'ai adoré ce moment de partage passionnant. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'être là, merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Merci l'invite. C'est super sympa. Avant de commencer, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît. Ouais, je m'appelle Stéphanie Laporte, j'ai, on va dire 31 ans. Je suis dirigeante de la société OTA, qui est une agence social media basée à Bordeaux, et ça va faire 7 ans que l'agence existe et est constituée. Voilà. Ok, super. Et t'as quasiment tout fait à Bordeaux, ton parcours, c'est ça? T'es passé par... alors j'ai vu déjà ton CV est énorme. Quand on va sur ton LinkedIn, il y a plein de choses différentes, donc c'est génial. On va essayer à peu près de tout aborder. J'ai fait de la longue traîne, j'ai fait du SEO sur le CV, c'est normal. Et donc t'as commencé, t'as fait les FAP, l'université de Bordeaux, ouais. Et bah raconte en fait un peu le début, ouais. Voilà, est-ce que déjà l'idée réseaux sociaux, on va voir comment ça a évolué parce que pour le coup t'as commencé en tant que community manager freelance il y a 10 ans. Ouais. Un peu plus de 10, enfin si, quasiment 10 ans. C'est ouais. ça. On le voit pas, mais c'est ça. Mou. Et donc voilà, voir aussi comment ça a évolué et comment t'en es arrivé là, quoi. Oui. Bon, ça va pas être facile à résumer, mais je vais commencer du début. Moi, j'ai commencé à travailler dans le web quand j'avais 16 ans, okay. partiellement pour compléter mon loyer, et parce qu'avec mon compagnon de l'époque qui était développeur, qui était boursier, qui venait d'une famille en situation difficile à La Réunion, en fait, on n'avait pas de fric, quoi. Ouais. Et donc, on avait la chance d'avoir ma maman qui nous aidait pour l'appart, mais pour tout le reste, le frigo, les loisirs et tout ça, on n'avait rien. Okay. Donc, du coup, déjà des raisons économiques et puis une passion pour le web. Donc moi, j'ai commencé bien avant qu'il y ait des influenceurs et tout ça. Je faisais du blogging sur une plateforme belge qui s'appelait Skynet. Rien à voir avec les Skyblogs. Et c'était une des premières plateformes que tu pouvais éditer, donc qui n'était pas WordPress, mais où tu pouvais commencer à mettre les mains dans le code, éditer des choses et notamment faire de l'optimisation en termes de référencement. Donc j'ai commencé là-dessus et progressivement on a vendu des sites internet, on a bossé un peu dans des cybercafés, des trucs comme ça. J'ai l'impression d'avoir 1000 ans quand je dis ça, c'est terrible. Et je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, etc.
Bref, on a commencé à faire ce genre d'action. On a développé des sites internet au départ pour se faire un book en mode low cost. Et puis progressivement, on a eu la visibilité. Et puis j'ai compris aussi comment fonctionnait le référencement. Donc autant dire que normalement, quand t'as 16-17 ans, tu fais tes premières soirées, tes trucs, voilà. Moi, j'étais déjà en couple, en appart. Et mes soirées, c'était notamment apprendre le référencement sur le forum Abondance. Okay. J'ai pas eu forcément une fin d'adolescence très très fun. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup servi. Et surtout, ça m'a permis de savoir ce dont j'avais besoin pour la suite de ma vie professionnelle. Je savais déjà ce que je voulais faire. Et puis, petite histoire, j'avais une tante d'un côté qui était responsable d'un gros département dans une banque, responsable informatique. Donc, je savais que je voulais quand même bosser plus ou moins dans l'informatique, le web, tout ça. Mais j'avais pas un profil scientifique. Et une autre tante qui bossait dans la pub. Donc, comment faire le mix des deux ? Et la pub, le web, la conception de site web. Donc au départ, voilà, ça c'est mon premier métier. Et mes premiers stages, mon tout premier stage, il me semble que c'était chez Wine & Co, groupe Millésima. Donc il fallait faire des sites, faire des newsletters et tout ça. Et je suis d'ailleurs très reconnaissante de tout ce que j'ai appris. Et mon directeur marketing de l'époque, Mathieu Dutheil, a monté une agence qui s'appelle Oh My Web, avec qui on bosse encore aujourd'hui de temps en temps. Et on se croise en conférence, c'est quelqu'un de très brillant. Okay, salut Mathieu. Et Brice Papillot, son associé par ailleurs, qui sont des Bordelais ou ex-Bordelais, qui sont des gens qui m'ont marqué dans mon parcours. Par la suite, j'ai fait un autre stage chez Infusio, qui était, tu sais, la grande époque de Bordeaux Games, post-Calypso et tout ça. Là, c'était la fin. Infusio, mon directeur marketing, Eddy Célestine, passait des offres d'emploi à son équipe, avec Claire Célestine aussi, sa comparse, et c'est accessoirement sa femme. Passer des offres d'emploi dans l'open space aux collègues, parce que là, c'était le moment où il fallait se recycler, quoi. Donc, c'est chaud. Et c'est un contexte, mais c'est intéressant à vivre. C'était post-bulle Internet, tu sais, tout ça. Il y a eu une grosse bulle, première bulle Internet, mais après, il y a eu une bulle, justement, autour du gaming, et notamment qui s'est totalement effondrée au moment où l'iPhone est apparu. Et donc, en fait, Infusio faisait partie des sociétés qui vendaient des jeux vidéo mobiles. Moi, je travaillais sur la partie RP, et je faisais, on va dire, l'amorce de ce qui est maintenant des relations influenceurs. Parce que je venais d'une formation RP. J'étais à l'EFAP. Et bref, c'était la première vague de relations influenceurs et de tout ça, et de gaming, et cette boîte a pas forcément pu, pour plein de raisons, pivoter sur les jeux. Donc ils faisaient des jeux, tu vois, les jeux WAP. Encore une fois, j'ai l'impression d'avoir 1000 ans. Mais bref, mais il y avait des gens absolument brillants dans cette boîte et qui sont encore dans l'écosystème bordelais aujourd'hui. Donc en aucun cas, je ne vilipende la boîte, parce que vraiment, c'était une magnifique boîte. Donc voilà, intéressant. Et puis après, je suis passée dans d'autres entreprises. Je suis passée brièvement chez Cdiscount, et mon N+1 d'ailleurs, c'était Maxime Doro, qui est brillantissime. Si tu as la possibilité de le recevoir. Mais c'était lui le premier. Ouais, voilà. Super. Génie. Les grands esprits, tout ça. Honnêtement, je suis pas si souviens de moi, parce que tu vois passer 12 000 stagiaires chez Cdiscount. Si, je lui ai dit que je t'interviewais. D'accord, ok. Bon, ça va, il sait qui je suis. Je suis trop émue. Big fan club de Maxime Doro. J'ai pas fait un passage long, parce que c'est dans une période compliquée de ma vie. En parallèle, je passais les concours pour rentrer en admission parallèle en grande école. Du coup, à ce moment-là, j'étais en apprentissage via la licence pro management et business anciennement Bordeaux 4 à la Bastide, qui est une magnifique formation, et encore aujourd'hui je prends des apprentis issus de cette formation. Je vous invite vraiment à prendre des gens issus de cette formation. Il y a la licence pro média planning aussi, qui est bien, parce qu'on parle beaucoup des écoles privées. Moi-même, je dirige un master à l'INSEC, donc je vous dirai pas de mal des écoles privées, mais on met pas forcément en avant suffisamment les parcours universitaires. Et donc, je suis passée, je venais de là, ensuite je suis rentrée en admission parallèle à BEM, Kedge, BEM encore, mais j'ai 18 000 ans, bref. C'était pas il y a si longtemps que ça. Si, quand même. Et donc ça s'est pas bien passé, parce que moi, ça faisait quand je suis arrivée à Cage, ça faisait peut-être 4 ans que je bossais. Je suis rentrée en face de gens qui sortaient de prépa, qui avaient jamais bossé de leur vie, et on attendait de moi que je fasse un stage d'observation, ce qui était pas possible dans la mesure où moi j'avais des activités associatives, je faisais déjà du freelance, je faisais pas mal de choses, et je bossais depuis longtemps, j'avais déjà bossé, j'avais même fait des missions en service com chez Leclerc par ma maman et des choses comme ça. Donc voilà. C'était difficilement concevable, et puis beaucoup de théories, voilà.
Donc, une erreur d'orientation de ma part. Et donc, du coup, après, j'ai fait... T'as quand même fait les... C'est quoi, c'est 2 ans? J'ai pas validé mon année. T'as pas validé ton année? Non, okay, voilà. Je fais partie des entrepreneurs drop-out de l'école. Après, ça a été aussi complexe parce que ensuite, j'ai fait une licence à distance qui devait me servir d'un équivalent de M1. Et donc, en fait, il se trouve que je suis tombée enceinte à ce moment-là. Et donc, j'ai eu un bébé. Voilà, j'ai eu un bébé, mais pas de place en crèche. Et donc, comme beaucoup de femmes, je me suis retrouvée à la maison, pas par choix. Et donc, il fallait se trouver une activité. Donc, j'ai été repérée par quelqu'un à qui je dois énormément, qui s'appelle Pascal Dubord, qui dirige l'agence ID1, qui est une autre agence social média à Bordeaux, qui a un positionnement un petit peu différent de la mienne, parce que eux, ils sont vraiment ancrés TPE, PME et beaucoup de local. Et donc, Pascal a senti que j'avais déjà fait j'avais déjà pratiqué le métier de CM. On parle là d'une époque, je vous remets un marqueur temporel, on parle d'une époque en 2010-2011, il y a très peu de gens sur le marché qui font du CM. En même temps, Facebook venait d'arriver. Pas venait, mais disons que c'était assez neuf. En parallèle, celui qui deviendra mon associé, Arnaud Bidou, était en train de monter le pôle social media chez Cdiscount. Voilà, donc même chez des gros acteurs comme ça, c'était balbutiant, quoi. Et bref, moi, je venais juste de terminer une mission dont j'ai pas encore parlé, qui était une mission de community manager chez IBM. Chez IBM France, au siège à Bois-Colombes. Pour la petite histoire, j'ai eu une proposition simultanée de IBM et Microsoft. Microsoft m'a envoyé les documents d'onboarding à base de c'est bon, voilà votre passe, le code d'entrée, le blabla, et voilà comment tu fais pour faire ton pass Navigo. Et en vrai, je leur ai envoyé un mail en mode mais les gars, j'ai pas dit oui, quoi. Et donc IBM, j'ai pris IBM parce que le manager, en gros, on était dans une micro-unité et il y avait possibilité de faire un peu de l'intrapreneuriat et d'être un peu plus libre. Et surtout, il y avait, même si c'était très excitant chez Microsoft parce qu'il y avait des projets notamment autour de Xbox et tout ça, il y avait de la flexibilité et possibilité de télétravailler. Donc ça voulait dire aussi ne pas lâcher mon appart à Bordeaux. Et du télétravail. Ouais, mais c'est ça. Il y avait déjà du télétravail et moi j'ai gardé ça. On en parlera après, mais je l'ai gardé dans ma boîte aujourd'hui. Donc donc clairement à salaire égal, statut égal, etc. Et j'ai préféré pouvoir faire ça. Et il y avait de l'événementiel. Donc, mon métier chez IBM, c'était un peu bizdev, beaucoup CM. Je fais partie des premiers community managers en France. Je crois que la fiche de poste n'existait pas, ou au répertoire des métiers, ou un truc comme ça. Et en gros, ils cherchaient des esprits malléables, flexibles, qui permettaient de décliner des fonctions qui existaient aux États-Unis. Donc des gens qui étaient issus du marketing. Moi, je l'ai pas dit dans le détail, mais tu vois, les stages que je faisais avant, c'était... et puis les premières missions, au-delà de la conception de site web, ça a été beaucoup de rédaction. De la rédaction SEO, beaucoup de contenu technique, market. J'ai même bossé dans les jeux d'argent. J'ai eu à peu près 10 000 vies avant mes 22 ans. J'ai même fini à Prague dans un salon où tu rentrais dans des cabines et il y avait des billets qui volaient et tout ce que tu attrapais, tu le gardais. Mais ça c'est le milieu qu'on appelle du gambling, en fait c'est les jeux d'argent en ligne, et j'ai un petit peu grâce à un copain de promo à l'université pu graviter dans ce métier là. Et ça t'a plu ? Ouais, c'était canon. Et l'agence, une des agences dans lesquelles j'ai bossé, qui s'appelait Cupcake, qui existait, qui était rue de Condé, qui était une des premières à avoir une belle communication social média à Bordeaux. D'ailleurs, Nadège, anciennement Nadège Loucheux, qui était ma directrice d'agence, c'est quelqu'un avec qui je travaille encore aujourd'hui sur des missions, donc qui est spécialiste en création de contenu, et m'a appris beaucoup. Et on travaillait à l'époque pour des boîtes comme Winamax, voilà. Donc on était beaucoup dans le jeu, mais c'était aussi un petit peu comme pour Infusio, tu vois, une époque où il y a plein de boîtes qui se cassaient la gueule, parce que c'était au moment de l'arrivée de l'Argel, c'est l'autorité de régulation des jeux en ligne. Et donc au début c'était l'Eldorado et tout le monde faisait ce qu'il voulait, et puis d'un seul coup, bam, le truc est tombé, c'est effondré, et puis dans la même... un peu dans la même veine, simultanément, tu as beaucoup d'agences et même de boîtes d'affiliation, donc qui étaient liées aux acteurs du jeu en ligne, qui se sont cassés la gueule aussi,
parce que l'algorithme de Google Panda est arrivé. Et donc, en gros, tu pouvais plus faire du contenu massif comme avant. Tu pouvais, voilà, il y a encore des façons aujourd'hui de faire des choses un peu shady en SEO, en référencement, mais à l'époque, plus de choses étaient permises, on va dire. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui faisaient du volume, de la masse, qui se sont effondrées sous leur propre poids dès le moment où les règles ont changé. Ouais. Donc, désolée, j'ai fait une grosse digression. Non, pas de souci. Et donc, Pascal Dubord est venu me chercher parce que j'avais une expérience déjà chez IBM France et il s'est dit, j'ai un gros compte dont je dois faire animer les comptes sociaux. Je peux plus le faire moi-même ni avec mon associé. Donc, aujourd'hui, je n'ai plus d'autre choix que d'externaliser à quelqu'un d'expérimenté. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai bossé en free pendant 1 an et demi pour eux, pour l'agence ID1. Et en free et aussi, super. Comme tu disais, et à la maison, avec mon bébé. Génial. Ouais. Donc je venais tous les jeudis parce que ma maman gardait mon fils et sinon le reste du temps j'étais enfermée, enfermée, triste et vraiment, enfin moi perso, le télétravail je l'ai très mal vécu. Quand il est imposé en fait c'est dur et je comprends les femmes au foyer qui pètent un câble parce que honnêtement moi ça me rend des zinzins, mais ça n'engage que moi. Mais en tout cas je suis très admirative des gens qui arrivent à rester chez eux en permanence. Même si tu bossais pour le coup, tu bossais mais je bossais mais je voyais des gens, sur internet, c'est c'était dur le côté isolement et tout, bref. Et donc, fin du suspense, Pascal m'a demandé d'animer les comptes des Restos du Cœur. Donc pendant 13 mois, j'ai animé les comptes des Restos du Cœur sur l'ensemble des réseaux sociaux et c'était une période où on est passé de quelques dizaines de milliers à quelques centaines de milliers d'utilisateurs sur les différents réseaux. Et c'était un âge d'or où on venait juste de débloquer, ça faisait pas très longtemps qu'on avait des pages Facebook, qu'on avait des pubs aussi, qu'on avait un certain nombre de choses. Ça c'est toi qui l'as créé alors au Resto du Cœur? Ou ça existait déjà? Ça existait déjà. Chose qui existait et t'as développé, et on a développé, et on a fait d'énormes opérations. Ça a été l'occasion aussi. À ce moment-là, j'ai été repérée par quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Kevin Klech, qui est le social media manager de la Croix-Rouge encore aujourd'hui. Il est resté en place. Et Kevin m'a mis en relation avec une nana à Paris qui s'appelle Aurélia Courteau. Et cette personne-là venait de monter une petite agence en communication responsable et spécialisée réseaux sociaux, qui dépendait d'une plus grosse agence spécialisée en com responsable. Et grâce à ça, j'ai pu commencer à bosser avec des clients parisiens, toujours depuis Bordeaux et en faisant des allers-retours. Et là, au fur et à mesure, alors soit je laissais mon fils chez mes grands-parents, ou voilà, et j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'aidait beaucoup et un conjoint, celui qui est maintenant mon ex-mari, a pris énormément de responsabilités vis-à-vis de mon fils. Donc je le remercie et c'est quelque chose qui est difficile pour une femme quand t'as des enfants, de partir loin et bref. Donc, j'ai pu faire ces allers-retours à Paris, me développer et grâce à ça, j'ai bossé sur des dossiers comme le Grand Paris Express, qui est le nouveau super métro autour de Paris. Je travaillais pour le STIF aussi, tu sais, qui est un organisme de transport parisien aussi. On a travaillé sur des dossiers influence pour le site d'action, relations influenceurs aussi pour Truffaut, qui est encore un client aujourd'hui à l'agence, alors que là on parle de quelque chose il y a 8 ans environ, 8-9 ans. Et, client fidèle. Client fidèle et puis relation vraiment longue durée. J'ai constitué un réseau et on a eu pas mal, j'ai eu, au départ j'étais toute seule, d'apport d'affaires par ce biais-là. Donc belle ref. Et à ce moment-là, de toute façon, je pense que j'ai toujours été un peu animée par ça. De me dire, j'ai pas de réseau, ma famille a pas d'argent ni de légitimité locale, parce que moi, même si ça fait quelque chose comme 16 ans que je suis à Bordeaux, à la base je suis pas bordelaise, je viens du Berry et j'ai beaucoup déménagé quand j'étais jeune, donc j'avais pas de port d'attache. Et j'ai toujours eu la nécessité de prouver ce que je valais et donc de faire vite des refs. Et donc, tu vois, que ce soit Infusio, Cdiscount, Wine & Co, Groupie Lesima et les autres refs que j'ai fait après, je voulais absolument avoir une expérience annonceur, une expérience agence, distributeur, etc. Et les refs ont toujours été extrêmement importantes pour moi dans ma carrière parce qu'il fallait prouver.
Voilà. Mais donc hyper tôt, tu t'es dit, faut que j'apprenne tout en fait. De ouf. Enfin, donc en fait, non mais c'est ça. Donc, hyper tôt, tu t'es dit, je vais pas, Ouais. te spécialiser dans un seul truc déjà, tout Ouais, connaître. ouais, fallait Et donc, apprendre le t'avais une HTML, vision. fallait apprendre le CSS, Ouais. fallait apprendre le référencement, fallait apprendre tout ça. Puis après, les autres sujets autour de la com, du market, de tout ça. Ouais. T'avais déjà une vision à 10 ans, 5-10 ans, j'exagère. 10 mais, ans. Non, une vision, non, peut-être pas une quelques vision, années, mais quoi. une intuition Quand même. qu'il fallait creuser certains trucs. Et puis Ouais. voilà, et puis ça me passionnait. Puis j'avais la chance d'être avec quelqu'un qui était moteur, même si on s'est séparés après parce qu'il s'est expatrié aux États-Unis. Mon premier compagnon, Ouais. Nicolas, qui était développeur, étudiant à Supinfo, et ben il m'a drivé d'un point de vue, tu vois, appétence techno, vulgarisation, etc. Ok. Et voilà. Et puis en plus, il révisait ses cours à la maison avec moi, et donc j'ai chopé des bouts d'informations comme ça. Puis après, j'ai eu un espèce de syndrome. Je me suis remise avec un étudiant à Supinfo, Ok. et finalement j'ai eu un bébé avec un étudiant à Bordeaux 1, pardon, Ouais. mais en informatique aussi, quoi. Ok. Donc pendant un moment, je ne datais que des développeurs. J'avais un espèce de pattern où de joindre l'utile à l'agréable et de développer mes compétences aussi par le truchement de mon conjoint, ce qui est à la fois bien et bizarre. Voilà. Je le reconnais volontiers. Voilà. Donc, on en était à mes missions, et donc voilà, j'ai commencé à avoir pas mal de grosses refs, et puis j'ai utilisé les tips and tricks SEO que j'ai appris au départ de ma carrière. Ouais. Donc j'ai commencé à faire un portfolio qui était bien référencé, un peu bourrin, community-manager-freelance-bordeaux.fr, c'est moi qui l'ai, tu vois, et des trucs comme ça, et à faire beaucoup de branding, beaucoup de visibilité réseaux sociaux. Je l'ai pas dit, mais tu vois, Microsoft m'avait repéré via les RS. Kevin, donc de la Croix-Rouge, m'avait repéré aussi via ma visibilité réseaux sociaux notamment. Voilà. Donc j'ai tout de suite eu cette culture un peu du branding et de montrer que voilà, que je faisais du taf, d'échanger avec des gens du métier aussi. Et c'est quelque chose qui est important dans le développement, surtout encore une fois, quand tu viens pas d'une famille qui a beaucoup de réseaux ou d'un univers aussi. Moi, ma maman m'a élevée toute seule globalement. Et puis, elle vient pas du tout de ce milieu-là. Ma mère, elle travaille dans un magasin Leclerc, elle est chef de secteur, dans un magasin en zone rurale, et donc c'est pas du tout son univers. Effectivement. Même si on a des atomes crochus, tu vois, elle a une licence de gestion, elle fait partie de peu de gens qui ont fait des études dans ma famille, mais voilà. Donc j'ai eu besoin très très tôt de faire mes preuves, accumuler un maximum d'XP pour me dire ok, peut-être que je peux valoir quelque chose et que ma compétence peut intéresser des gens, auquel cas il faut leur faire une proof of concept, quoi, à poser des références pour justifier le truc. Quand tu dis très tôt, ouais. Tu parlais tout à l'heure. Tu vois, à partir de mes 16 ans, j'ai su qu'il fallait que je fasse des books et que au départ, pour faire un book, qu'il fallait que je fasse du site low cost pour pouvoir avoir des références. Et en fait, ça s'est passé tout de suite de plus en plus comme ça, quoi. Comme j'avais fait des trucs, on m'acceptait. Parce que même si je venais pas ou de la bonne formation ou du bon milieu, parce que j'avais fait des trucs. Voilà. Je sais pas trop comment l'expliquer autrement. Et donc j'ai progressé grâce à ça, et donc j'ai eu pas mal de visibilité à mon humble échelle, hein. C'est pas, j'étais pas Steve Jobs ou quelqu'un de brillant comme ça, mais dans un absolument petit microcosme, on n'était pas beaucoup de CM à l'époque à tourner sur des gros comptes. Voilà. Ouais. Donc, au bout d'un moment, j'ai eu trop de demandes par cette visibilité aux réseaux sociaux et par le SEO et par le bouche à oreille et tout ça. J'arrivais plus à gérer le flux. Donc là, je me suis dit, ok, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc je suis partie chez celui qui est donc resté mon ami, Nick, aux États-Unis. On est allé voir un peu ce qui se passait. Donc on est parti à Los Angeles, ensuite à San Francisco. On est allé voir ce qui se passait dans les startups. Lui, il bossait dans une startup là-bas. On est allé voir un petit peu le campus Google et tout ça. Et puis je suis allée un peu m'ouvrir l'esprit. Je suis partie quelques semaines. Et ma famille s'est occupée de mon fils pendant ce temps-là. Et voilà. Et je suis revenue. Je savais que je voulais monter une boîte. Voilà. Et c'est pas pareil, hein. Souvent on te dit oui, machin, j'ai ma boîte et tout, et c'est des freelances qui disent ça.
Moi, je suis embêtée parce que oui, c'est une forme d'entrepreneuriat, mais c'est différent d'être entrepreneur au sens société. Parce que, c'est pas pour rien qu'il y a une distinction entre personne physique et personne morale. Et il y a plein de choses qui sont différentes dans la perception et dans la façon dont tu te vends. Et ça, je l'ai vécu. C'est très difficile déjà de passer d'un personal branding à un branding de marque, d'agence, de société, bref. Okay. Et il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment subtiles, mais qui en réalité font un vrai changement dans ton quotidien, en fait. Voilà. Non, bah, carrément. Et donc je suis arrivée par des copains, j'ai rencontré un mec qui avait déjà une start-up que je ne citerai pas pour des raisons que tu vas découvrir après. Et donc suspense. Ouais. Qui avait déjà une start-up, qui allait lever, il y avait une douzaine de personnes qui bossaient avec lui, il avait une boîte, on va dire dans l'achat participatif Groupon Like. Mais pour les étudiants, donc ça dira quelque chose à quelques-uns d'entre nous, pour ceux qui suivaient il y a longtemps le mercato des startups bordelaise. Et donc ce mec-là était sympa, on était pas mal sortis en soirée. Et surtout moi, j'avais pas confiance en moi, je me disais putain, faut que je me mette avec un mec qui connaisse, qui sache gérer une boîte, qui sache recruter des gens, manager. Moi je l'avais jamais fait, tu vois, j'étais toute junior, je sortais d'une micro business unit chez IBM et après j'ai bossé chez moi toute seule avec mon fils sur les genoux, donc forcément je ne savais pas. Donc là on est début 2013 et j'ai pas mal de freelance dans les pattes et tout, et je me dis que je suis pas prête en plus à gérer de l'administratif et tout. Donc je commence à m'associer avec ce mec, on signe les statuts, machin, on dépose le capital à la banque et tout. Et on allait déposer vraiment les statuts physiquement pour l'immatriculation. Et en fait, longue histoire, mais je m'aperçois que son équipe, un jour, il n'était pas à l'agence pour plein de raisons, donc on avait des bureaux à Saint-Mich, avant que Saint-Mich devienne cool. Mais on y croyait déjà beaucoup à l'époque, et si j'avais eu de l'argent à ce moment-là, j'aurais grave investi à Saint-Mich, et aujourd'hui je serais dans mon jacuzzi, vous seriez dans votre jalousie, clairement. Mais donc oui, on était rue de la Fusterie, dans un local pas du tout aux normes, hyper glauque. Mon assureur Vincent est arrivé, il m'a dit oups putain, voilà. Donc ouais, c'était chaud, mais voilà, c'était route, c'était super cool et c'était le premier endroit qu'on a meublé à nos goûts, voilà, c'était hyper excitant. Bref, un jour, je me réunis avec l'équipe qu'on avait en commun. Donc lui, il avait déjà des créas, des devs et tout ça. Donc l'idée c'était, comme il avait déjà ces équipes-là et qui étaient sous-employés, c'était de vendre des sites web, mais aussi de vendre des prestataires réseaux sociaux, donc de remonter une agence ensemble en regroupant nos compétences et nos ressources. Okay. Et donc, vous étiez combien? Il y avait à peu près combien de personnes? Il y avait une douzaine de personnes, mais lui, de son côté, ils étaient 10, et puis moi j'avais, je m'étais apporté moi déjà. Ouais, et puis une première stagiaire, Tibiche, qui était une nana qui avait une formation à suite de pub, INSEC même, qui avait un profil à la base market, mais finalement dont on a découvert qu'elle était créa, et Henri, un mec génial, issu de l'armée, absolument brillant, qui cherchait à se reconvertir. Il m'a dit, j'ai tapé à la porte de toutes les agences de Bordeaux, j'ai 46 ans, et puis monsieur très digne, ancien militaire, cheveux gris, machin, donc qui fait un peu hyper senior en agence, hein, pas senior au sens maison de retraite, heureusement. Il avait encore un peu de main. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, il me disait, j'ai tapé à la porte des agences, tout le monde m'a rionné quand j'ai dit que je voulais être community manager, parce que pour eux, c'est un jeune à mèche, 22 ans, chemise à fleurs. Donc c'est ça. Donc on m'a dit que ce que vous faisiez, c'était quali, donc je veux apprendre avec vous. Ok. Voilà. Donc je me suis sentie flattée, j'ai trouvé ça génial. Et je l'ai pris en stage, quoi. Et c'était hyper cool, c'était un très beau défi. On a travaillé sur des dossiers institutionnels ensemble, c'était une très bonne idée de faire ça. Mais donc on a regroupé ces équipes dans ce bureau, et un jour suite à des petits incidents de management, je les ai invités à prendre un café, et ils m'ont dit mon associé, on va l'appeler Stéphane. On va l'appeler Stéphane. Et donc ils m'ont dit, voilà, Stéphane, c'est marrant, tu nous invites à boire un coup, mais Stéphane il l'a jamais fait. Je leur ai dit, vous déconnez les gars? Ils m'ont dit, non, ça fait 2 ans, en 2 ans il nous a jamais invités à prendre un coca. Je fais, ok. Ça fait voilà. Tilt, tu t'es dit, il y a un petit décalage entre sa façon de fonctionner et la mienne, quoi. Et alors, attends, mais j'étais vraiment teubée à l'époque. On se pose en terrasse, on commence à débriefer, je leur dis, voilà, qu'est-ce qui va pas. Puis moi, j'ai jamais appris à manager, donc ça, t'apprends, tu vois. Ouais. Fake it till you make it, comme dirait la Startup Nation. et en fait, là, les mecs me disent, non, mais en vrai, c'est hyper cool de nous payer un coca, et puis en vrai, c'est même hyper cool parce qu'il nous a jamais payé tout court. Mais pardon.
Et là, Ah ouais. le truc s'effondre. En fait, moi, j'avais pas de visibilité sur les comptes de sa première boîte. Je lui avais demandé son CA et voilà, il m'avait expliqué qu'il allait le lever, que machin, que c'était génial. Et en vrai, je découvre que des gens dont, pour certains, je pensais qu'ils étaient free, d'autres, je pensais qu'ils étaient stagios, etc. Leurs conventions de stage sont expirées, ils ont pas de statut free et tout. Genre, si jamais, moi qui étais déjà parano sur les process et sur la partie même assurance, en vrai, je m'aperçois que si jamais il y a le moindre souci dans les locaux, ils ont pas de statut, ils ont pas de raison d'être là, on n'a pas les... Ouais. Et puis genre, je leur dis, mais vous êtes quoi? Enfin, vous êtes esclaves, vous êtes quoi? Il y a pas de... Enfin, parce que bénévole, ça n'existe pas. Hein. Ils ont une entreprise, c'est pas une asso, bref. Donc, j'ai donc décidé de façon très très rapide de me casser de cet endroit. Voilà. Le et en café fait, qui te révèle plein de trucs, quoi. Mais c'est ça. Et son équipe m'a suivi, pas pour travailler avec moi, mais je suis très contente pour eux. Ils ont trouvé du travail après, notamment chez Cdiscount et tout ça. Enfin, ils étaient payés avec du vrai argent. Et je suis très contente pour eux. Voilà. Super. Donc non, ça se fait pas. Enfin, l'exploitation des gens et tout. Puis moi, même, enfin voilà, tout travail mérite salaire. Donc après, en catastrophe, je vais la faire courte, mais en gros, j'ai dû remonter une boîte. Et puis là, j'étais toute seule. Là, ça s'appelait pas encore Ota, vous aviez pas trouvé de nom. J'avais pas de nom, donc du coup, et c'est un bon point, parce que j'avais créé un compte Twitter, et donc j'ai dû renommer le compte Twitter parce que l'agence avait un nom que j'ai dû effacer et supprimer de tous mes profils sociaux et compagnie. Et donc, en attendant, comme on n'avait pas de nom, l'agence s'est appelée l'agence masquée sur Twitter. Et en fait, c'est le nom qui est resté encore aujourd'hui. Voilà, ça c'est le pseudo Twitter. Je l'ai laissé. Voilà. Et donc finalement un jour j'ai eu une épiphanie, le nom Ota m'est apparu pour plein de raisons. Déjà c'était dispo en .fr en 4 lettres, c'est rarissime à l'époque déjà, mais aujourd'hui ce serait impossible. En plus, le nom de famille de mon papa, c'est Otto, et en fait, ça aurait dû être mon nom de famille, mon patronyme. Féminisé, ça fait Ota, et j'ai beaucoup d'amour pour la langue suédoise, et notamment Ota en phonétique suédois, même si ça s'écrit pas comme ça, ça veut dire 8, chiffre 8, affinité un peu particulière. Bref, plein de choses se sont imbriquées dans ma tête après 48 heures sans sommeil, parce que c'était une période où je faisais beaucoup de charrettes. Donc, à ce moment-là, c'était évident, j'ai déposé tout, même l'INPI et tout, bam, j'ai tout déposé d'un coup, et c'était fait. Donc je me suis fait accompagner par les pionnières, le réseau des pionnières, donc qui est le réseau anciennement basé à Darwin, maintenant à Emera, qui sont maintenant les premières, et donc qui est un incubateur de projets portés par des femmes ou cofondés par des femmes. Donc j'ai trouvé ça intéressant et donc elles m'ont fait la fast track parce que moi j'avais déjà du business, j'avais déjà des clients, j'avais déjà du chiffre d'affaires, etc. Mais elles m'ont accompagnée sur la partie administrative et validation d'idées. Donc normalement ça se fait en 3-6 mois. Moi j'ai fait en 3 semaines et j'ai passé les pitchs. On s'est rencontrés fin juillet au début août. Il y a eu la coupure du mois d'août. Début septembre j'ai fait tous les docs, tous les trucs, machin. J'ai passé ma commission fin septembre et début octobre j'ai immatriculé. Voilà. Donc je voulais, notamment parce que j'étais déjà sensibilisée au marché public, je voulais pas une SARL unipersonnelle ou machin, je voulais pas aussi être salarié parce que quand tu passes de auto-entrepreneur à salarié, c'est déjà... Enfin, les cotises, c'est incroyable. Donc, je voulais être TNS, donc SARL, c'était bien. Bref, choix de la structure, de la forme juridique, c'est fait dans ce sens-là. Mais donc là, tu repars quand même toute seule pour le coup. Alors je pars toute seule et en gros, le père de mon fils accepte gentiment de prendre 10% des parts pour que je sois pas toute seule à constituer la boîte. Je voulais pas mettre ma mère, machin. Voilà. Mais pourquoi tu voulais quand même mettre... Ah oui, non, c'était origines. Mais du coup, ne faites pas ça chez vous, hein, parce que du coup, mon ex, il a fait un exit plutôt sympa parce qu'on était beaucoup plus gros au moment où il est sorti quand on a divorcé. Voilà. Donc ne faites pas ça. Filez pas de départ à votre conjoint ou voilà. Conseil de Stéphanie, attention. Voilà. Parce que vous savez jamais ce qui va se passer. Et voilà. Même si j'ai été pas trop bête, j'ai fait quand même de la séparation de biens pour le Pax et tout. Ok. Donc voilà, les premiers mois j'étais toute seule, mais j'avais une bonne relation avec un client, donc qui est Arnaud Bidou, qui était le fondateur du pôle social média chez Cdiscount. On faisait la modération soir, week-end, jour férié, un truc comme ça pour eux. Donc enfin on égale jeu, hein, puisque moi j'impose pas ça aux collaborateurs. Et donc à ce moment-là, c'était une période dure de ma vie, quoi. J'ai pas eu de vie. Il y a des mecs dans la Silicon Valley qui disent si les 2 à 3 premières années de ta vie t'es pas prêt à
bosser 80 à 90 heures par semaine, t'as pas envie que ta boîte elle réussisse. Bah, c'est horrible, hein. Franchement c'est affreux à dire, mais honnêtement je vois pas comment j'aurais pu faire autrement. T'as bossé 80-90 heures ou même plus? Ouais, plus c'est difficile, mais c'est déjà mal, 90, tu vois, c'est la limite. Je pense que honnêtement, c'est la limite haute pour pas mourir. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil. Je suis pas, mais non, vraiment. Enfin, tu vois, ça grignote sur ta vie privée, sur ta santé, sur tout ça, donc forcément. Et puis en parallèle, tu vois, j'ai eu des opportunités auxquelles j'ai pas pu dire non, tu vois. Je regardais, je crois que ça fait en février, là, ça va faire 7 ans que on m'a proposé d'intervenir à l'INSEC. Donc au départ, j'étais intervenante, et puis ça va faire prochainement 5 ans que je dirige le master à l'INSEC en community management et social media. C'est une opportunité énorme à moins de 30 ans de pouvoir faire ça. Et donc bah ouais, il y a des choses sur lesquelles tu peux pas dire non, quoi, parce que ça se passe maintenant et c'est là. Donc du coup, tu runs sur tes heures de sommeil et sur ta vie perso et sur tout ça pour pouvoir le faire, parce que c'est pas dans 10 ans, quand les enfants seront plus grands, que tu pourras le faire, malheureusement. Et ça, comment tu l'as géré? Comment tu gères? Parce qu'effectivement, non, parce qu'on dit souvent qu'il faut savoir dire non aussi. Ouais. Bon alors là, c'était, enfin voilà, effectivement. Ça y est, maintenant je dis non, mais maintenant que la boîte roule. Mais les premières années, tu peux pas dire non. Donc on te propose de faire de la modération la nuit, soirée, week-end, machin, tu dis oui. CC Discount, c'est un énorme truc. J'ai eu à ce moment-là, en sous-traitance d'une agence lyonnaise, j'ai eu les laboratoires Gallia, tu sais, les laits en poudre là. J'ai dit oui. Enfin, je disais oui à tout. Et il y avait des trucs, c'était des belles refs. Au départ, j'ai bossé pour Maître Pruny, qui est basé dans le 47, qui est une leader français des fruits secs. Là, c'était mal payé et tout, mais bien sûr, tu dis oui, t'as besoin de faire des refs, tu vois, c'est toujours la même obsession. J'ai eu la possibilité de rentrer avec ma stagiaire à l'époque, Tibiche, cuisiner là. Et du coup, j'ai rentré cuisiner là, même si c'était au début un peu low cost, un peu truc. Attends, t'imagines, la marque de ouf. C'est clair. Et voilà, et donc en fait, quelque part, j'ai eu du bol parce que, il y avait le time to market. C'était une période où il y avait pas beaucoup d'agences spécialisées et pas encore énormément de freelance, parce qu'aujourd'hui, c'est hyper concurrentiel. Si tu te lances aujourd'hui sur le social media, au secours, c'est compliqué. Et puis voilà, et puis du réseau, des gens bienveillants, et voilà. On reparlera de la bienveillance après, tu sais, ça fait très poncif, mais en vrai, c'est un vrai truc qui nous anime à l'agence. Donc j'ai Arnaud, on s'entendait bien, il a décidé de quitter ses discounts, on s'était vu tourner autour. Moi, clairement, j'avais pas les moyens d'embaucher un salarié, 2, un senior, no way, impossible. J'ai commencé à bosser avec en free, donc je lui confiais des tâches vraiment isolées et à temps limité, avec une personne qui s'appelle Charlotte, qui m'a accompagnée pendant 6 ans, qui vient de quitter l'entreprise parce qu'elle a un autre projet professionnel. Et ça, c'est dur d'ailleurs aussi. Quand les collaborateurs, tu vois, tu entends les trémolos dans ma voix. Non, c'est des aventures qui sont belles, avec des beaux développements. Mais donc c'est une personne que j'avais rencontrée sur un événement influenceur via l'agence Link. En gros, c'était la réinauguration du centre commercial Rive d'Arcin. Et en fait, c'était une blogueuse. Et en fait, cette nana, elle avait l'esprit bien fait, elle était hyper organisée. On s'est revus une fois pour un café. Elle m'a envoyé un compte rendu avec 10 000 bullet points de tout ce que j'avais dit, bien organisé. Elle était dans ma tête. Donc du coup, je me suis dit, ok, il faut absolument que je bosse avec cette meuf, c'est génial. Donc voilà, et c'est devenu notre première salariée à l'agence. Cool. Et pour revenir sur Arnaud, on s'entendait bien, j'avais pas les moyens de le débaucher. Finalement, il est parti pour faire du consulting, mais très rapidement, moi j'étais sous l'eau, mais t'imagines même pas, quoi. Il se passe quoi dans ta tête 50 milieux sous les mers. Il a pas le temps de se passer grand chose. Je dors pas, j'ai pas le temps de manger, le peu de temps, enfin tu vois, je croise ma famille, donc non, il se passe rien. Et tu te dis merde, c'est génial, ou t'as pas le temps de te dire merde, c'est génial. Tu vois, j'organise vite fait en 3 jours avec une copine, j'organise mon PAX, mon truc, la fête avec ma famille. Je me marie en express à Las Vegas avec un coupon sur Yelp. J'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps. Le mariage avec le coupon sur Yelp, c'est génial. Ouais, ça fait, Donc, ça aussi, retenez chez vous, c'est pas forcément une bonne idée. Ça, c'est un autre sujet. Plein de conseils, on va suivre tous les conseils. Je pourrais faire peut-être un livre sur toutes les mauvaises décisions, tu vois. Le fail qu'on fait. C'est bien, c'est ça. On fera peut-être un deuxième podcast sur toutes les erreurs. On va gagner du temps grâce à toi. Donc, donc Arnaud me rejoint, et c'est super parce que j'avais besoin de déjà quelqu'un qui soit plus expérimenté que moi sur plein de trucs, parce que la solitude quand t'es freelance, c'est aussi au-delà des seuils de chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur. Il y a 2 raisons qui m'ont amené à monter une boîte. C'est je
je peux pas tout faire. Tu sais, tu peux pas être pâtissier, magicien, jongleur, cracheur de feu. Donc tu peux pas être bon CM, bon rédac, bon graphiste, bon gestionnaire de projet, bon machin. Non, c'est pas possible. Et bon socialase, métier qui est apparu un petit peu après, en tout cas aux yeux du grand public et en mainstream, quoi. Donc je voulais d'autres compétences. Et puis un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui embauche ou qui recrute en tout cas des gens meilleurs que lui. Donc voilà, je cherchais des gens meilleurs que moi sur plein de sujets. Donc Arnaud est venu, il a apporté la compétence social ads parce que les publicités ultra ciblées via les régies des réseaux sociaux, parce qu'il avait pratiqué chez Cdiscount, c'était d'un premier grand compte français à pratiquer massivement les social ads, et puis il avait été formé sur le bousin, l'énorme machine qui est la régie Facebook, par les ingénieurs et les mecs qui ont conçu la plateforme Facebook. Donc il y avait très peu de gens en France qui avaient cette connaissance, quoi. Ouais. Donc c'était incroyable de pouvoir avoir à dispo les compétences de quelqu'un qui maîtrisait ça, et puis voilà, et qui puisse aussi me remplacer si besoin en conf ou en cours aussi. Et donc très rapidement je lui ai filé des confs, des cours, des propals, des choses à faire en free. Puis on s'est associés vite parce que c'était logique, quoi. Moi j'avais pas, j'ai pas de volonté absolue d'être maître de tout et de garder 100% des parts de ma boîte, 90 en l'occurrence. Et voilà, et pour plein de raisons, c'était indispensable qu'on s'associe. Okay. Donc sur Ota, là, Ota, tu l'avais créé. Ouais, j'avais créé Ota, ouais. Okay. Et donc ça faisait un peu plus d'un an, et c'était nécessaire parce que, tu vois, moi mon ambition, c'était modeste entre guillemets. J'avais pas les grosses cojones de me dire ouais, vas-y, demain on sera 20 et on fera ou on sera 50 et on fera 1 million, 2 millions, 3 millions. J'étais en mode ouais, franchement, si dans 3-4 ans on est encore là et qu'on peut être 3-4, c'est cool la vie, quoi. Tu vois, je trouvais ça déjà génial d'avoir créé mon propre job et de pouvoir faire vivre des stagiaires, puis des contrats pro, puis des free, puis ensuite des salariés. Je me serais jamais dit tout ça, et ça je pense que Arnaud avait l'ambition que moi je n'avais pas. Ok. Voilà. Canon. Donc de façon, alors pas accidentelle, mais on va dire par la force des choses et à force de travail et d'accumuler ces références de façon boulimique comme je l'ai fait, des gens sont venus vers nous, et donc on a constitué l'agence. On n'est pas Publicis, on n'est pas Buzzman, Marcel, machin, mais on est content là. On est une grosse quinzaine de collaborateurs, bientôt 20 j'espère, et on est arrivé avec des grands comptes et des gens qui viennent nous chercher pour notre expertise pointue en social ads, et c'est cool. Voilà. Bravo. Bravo, je sais pas, mais en tout cas, on a beaucoup travaillé, et surtout il y a des moments qui sont difficiles quand tu passes de free. Je dis ça parce que peut-être que ça intéressera certaines personnes. Quand tu passes de free à entrepreneur au sens chef d'entreprise d'une structure, c'est dur aussi parce que déjà il faut, quand tu pars avec zéro fric, moi j'avais 5 000 €, donc là on le voit pas mais je fais des guillemets avec mes doigts. 5 000 € de capital social, tu sais, tu peux, il y a une partie, en fait, au départ, j'ai mis 400 balles. Okay. Et après, t'as 5 ans pour amener le reste. Ouais. Donc, en fait, j'ai mis 400 balles, mon mec avait mis 100 balles. Et donc, voilà. Du coup, en fait, je suis partie avec rien, quoi. Donc, j'avais pas de fric, et du coup, je pouvais pas, on est vraiment des entrepreneurs bootstrap. Arnaud avait pas énormément d'argent et vient pas d'une grande famille non plus. Donc, il y avait pas de love money, quoi. Il t'aime bien, mais la money, tu la trouves tout seul. On te soutient, mais on va pas en mettre. C'est ça. Donc, c'est difficile, tu vois, j'en parlais avec une amie entrepreneur même à midi, d'identifier le cap où tu dois internaliser des free, parce que bon, il y a déjà la raison de la légalité, mais aussi cette espèce de cap où tu dis en fait j'ai suffisamment pour occuper la personne, et hop, là faut que je la bascule en contrat salarié, quoi. Donc il y a des trucs que tu sous-traites trop longtemps et que tu éclates pour des raisons légales entre plusieurs prestataires. Il y a plein de choses comme ça, puis aussi parce que ça fait flipper d'avoir la responsabilité de salarié, quoi. Voilà. Tu passes dans une autre dimension. Donc on a quand même réussi à grossir comme ça très progressivement, et puis chez nous souvent ce qui s'est fait ça a été que des gens on les a pris en stage, puis en contrat pro, puis en CDD, puis en CDI.
Voilà. Et donc là, du coup, on a aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs qui sont pour la plupart issus, certains, on en a 3, 4 encore en training, qui sont issus de cette usine à... C'est horrible à dire comme ça, non. Mais en fait, c'est difficile de trouver des profils pointus et formés comme nous on voudrait. Donc souvent, c'est pas plus simple, mais en tout cas, c'est plus confortable de les former comme nous on voudrait, de les éduquer, de leur donner, c'est horrible. On a l'idée. De les modeler en tout cas selon notre besoin, parce qu'on a une façon de fonctionner, pareil, ça c'est un truc qu'on abordera peut-être après, qui est vraiment très particulière. Et donc en fait il faut détecter les esprits qui sont faits pour rentrer dans notre mode de fonctionnement qui est encore une fois hyper chelou. Et c'est pas de la faute des gens que je recrute pas. Si ils sont pas faits pour être chez nous, c'est parce que quelque part ils ont soit pas un profil atypique chelou comme le mien ou comme celui d'Arnaud, soit ils ont pas été élevés chez nous, donc c'est normal. Ok. Et justement, t'en parles, c'est drôle parce que tu disais que tu faisais pas de bullshit, en gros, pas de, je sais plus exactement quel était le terme. Vous essayez de pas en faire. Mais alors, t'es en train de le dire, qu'est-ce qui fait que vous avez un profil chelou? Qu'est-ce qui différencie à ce point-là? Il y a plein d'éléments qui font qu'on a un profil chelou. Déjà, moi, je suis passée en agence, mais je suis pas restée très longtemps. Arnaud non plus. Il a bossé d'ailleurs notamment chez anciennement Concours Mania avec Sipley. On a fait la boîte comme selon ce qu'on voulait et ce qu'on voulait pas, nous, dans nos vies, dans nos carrières. Donc, de la flexibilité pour les collaborateurs, c'est-à-dire que tous les matins, le télétravail, c'est à volonté à l'agence. Et puis, c'était un truc, un rendez-vous chez le dentiste, un tournoi de fléchettes, un truc. Du moment que ton boulot, il est fait, moi, je m'en fous, tu peux te barrer. C'est pas commun dans les entreprises. Et moi, c'est ce que j'avais aimé chez IBM, le fait de pouvoir télétravailler, le fait d'être assez libre, d'être sur des outils collaboratifs, grosse confiance, quoi. Grosse confiance envers tes et puis c'est important, on n'est pas à l'école, à la crèche. Moi, je recrute des gens qui sont intelligents et qui sont normalement responsables et qui doivent être autonomes. Le but, c'est de pas être isolé, parce que nous, on a un fonctionnement qui fait que notre agence, elle est... je sais pas si je devrais dire ça, mais moins rentable que ce qu'elle devrait. Si tu veux, plutôt que d'avoir une personne, un dossier, on a systématiquement 2 ou 3 personnes sur un dossier. Parce que moi, c'est un truc que j'ai ressenti en free, le fait d'être isolé, d'avoir le syndrome de la page blanche, au niveau édito notamment. Puis tu peux pas penser à tout, quoi, quand t'es tout seul sur un truc. Voilà. Ça, normalement, c'est plus rentable. Aussi, nous, on a positionné un poste qui n'existe pas vraiment, en tout cas pas en ces termes-là, dans les autres agences, qui s'appelle responsable de prod. Même très tôt, même quand on était encore 5-6, il y avait une personne, Charlotte, qui est devenue responsable de prod. En gros, c'est quelqu'un entre les chefs de projet et les associés qui va faire du middle management et surtout qui va s'assurer de la qualité de tout ce qui sort de l'agence. Donc, qui va relire tous les plannings édito, donc tous les éléments écrits qu'on rédige, et qui va regarder toutes les créas, vraiment tout checker et repasser. Nous, on a une organisation dite agile via la solution Trello, donc avec un système de tableaux, issu de la méthode Kanban. Elle va repasser sur les Trello, et en l'occurrence maintenant c'est Mickaël qui le fait. Elle va repasser sur les Trello pour checker que tout le monde a fait son taf, que tout est ok. Donc la liberté n'exclut pas le contrôle, comme dirait Arnaud, mais dès le moment où on s'assure que ça se passe bien, ça se passe bien. Voilà. Donc on a cette organisation là, on a aussi un esprit d'entreprise qui est particulier. Je pense que mes collaborateurs sont très proches, et puis on fait beaucoup d'activités ensemble. On a des cours de sport là qu'on a suspendus pendant la saison hivernale parce qu'il y a bizarrement moins de motivés. On a des English Lunch, donc qui sont des déj en anglais animés par une personne extérieure, Inès, et puis on fait une fois par mois une joirée, qui est un truc qui a été instauré par une ancienne collaboratrice, Nolwenn, qui nous a dit que ce serait bien qu'on se voit en dehors du taf une fois par mois. Et effectivement, ça fait plusieurs années qu'on se voit une fois par mois, on fait une activité. Le mois dernier, c'était... ce mois-ci, pardon. C'était une dégustation, une initiation à la dégustation de vin. Cool. Le mois dernier, c'était une murder party. Le mois d'avant, c'était initiation au graphe. On fait des choses comme ça, des apéros, des tournois de jeux vidéo, des trucs, salle de réalité virtuelle, des trucs de team building, classiques, on n'invente pas la roue, mais dans une petite structure comme la nôtre, c'est pas forcément en commun aussi, mais on investit en fait sur les collaborateurs.
Essentiel aussi, Et puis, ouais, voilà, c'est vraiment une histoire d'absence de silos et de télétravail et de grande liberté dans la façon dont les collaborateurs sont dans leur mission au quotidien. Et encore une fois, beaucoup de flexibilité. Nous, on croit à ça. Parce que Arnaud et moi, on a souffert du fait que, tu vois, notre métier, c'est hyper prenant, quoi. Faut faire de la veille, faut faire beaucoup de choses qui te mobilisent du mental, en fait, en dehors de tes heures de taf, même si c'est pas souhaitable. Dans les faits, tu fais quand même de la veille, tu vas quand même checker tes notifs et tout ça. Ça, faut le compenser, parce que c'est pas normal. Nous, on n'est pas multimilliardaires, donc on n'aura pas les moyens de payer chaque heure de veille sur temps perso. Mais par contre, ça doit se justifier en termes de flexibilité pour s'adapter aux impératifs personnels de chacun. Donc ça peut être parce que le mercredi t'as tes enfants et donc Julie qui est notre co-responsable de prod aujourd'hui va télétravailler tous les mercredis chez elle. Voilà. Ça peut être parce que t'as décidé de faire comme moi une semaine je sais pas à Amsterdam et du coup tu bosses depuis Amsterdam parce que t'as envie. Ça c'est pas interdit quoi, au contraire. Ou parce que tes parents sont dans le Larzac et si t'as internet et moi j'ai pas d'objection au fait que tu bosses chez tes parents pour les voir quoi, plutôt que de taper 6 heures de route, rester un jour et demi et être barré. Donc je pense qu'il faut que aujourd'hui le travail s'adapte aux impératifs des gens. Arnaud il habite loin entre guillemets, c'est-à-dire il habite en sud Gironde. Il y a des jours où le télétravail c'est bien pour pas se taper les bouchons et machin et profiter de sa famille quoi. Donc c'est ce qu'on veut aussi pour nos collabs. Ok, c'est canon, vraiment. Et t'es aussi, donc tu parlais d'INSEC tout à l'heure. T'as toute une partie intervention en cours, transmission. On va parler aussi des experts du digital, parce que ça c'est canon aussi, un peu plus récent pour le coup. Et donc si tu peux nous en dire un peu plus, parce que c'est hyper intéressant. Écoute, est-ce que rapidement t'as voulu transmettre en fait ton expertise, ou est-ce qu'on là aussi encore une fois on est venu te chercher? C'est ça. C'est la première personne à être venue me chercher pour de la formation. Au-delà de Pascal Dubord de l'agence Idéwan, ça a été Julia Jouffroy, une personne qui maintenant travaille à l'EBG, pour ceux qui connaissent, qui est un business club énorme à Paris, qui draine des millions, et qui est un gros club annonceur qui fait de la formation, de l'intervention et tout ça. Et donc Julia, elle a monté une structure en fait qui ressemble à l'EBG à Bordeaux, qui s'appelle les experts du digital, et donc elle m'a demandé il y a je sais pas 7 ans peut-être 7-8 ans d'intervenir en tant que spécialiste social media. Donc je suis intervenue auprès de son club annonceur, ça s'est bien passé, ça a généré du lead, ça a transformé et puis voilà, enfin c'est cool la formation parce que t'es confronté aux vrais besoins des annonceurs et ils te posent leurs questions. 2, tu t'apportes des solutions à des gens et c'est gratifiant. Et 3, t'es payé pour faire de l'avant-vente presque. Évidemment, faut pas que ça se transforme en discours commercial, mais souvent, quand c'est des sujets complexes, l'annonceur, mieux il les comprend, mieux il a envie de les acheter, et du coup, après, il revient te voir. Enfin, c'est vertueux. C'est voilà. Donc, dans ce cadre-là, pour revenir sur le côté atypique, moi, je passe mon temps, et c'est aussi là-dessus qu'on est bizarre. Avec Arnaud, on passe notre temps à scier la branche sur laquelle on est assis. C'est-à-dire que on passe notre temps à former les gens à notre taf, en fait, à leur dire, non, ça vous pourriez l'internaliser. On est extrêmement favorable à l'internalisation, on l'encourage. Parce qu'au-delà, à court terme, de vendre de la formation, pour ceux que ça intéresse, en fait, je pense que c'est mieux. C'est mieux parce que, ne serait-ce que pour le community management, t'es au contact des problématiques, t'es au contact des gens, tu peux taper sur l'épaule de Patrick du service commercial pour lui demander c'est quoi ses prochains salons. Enfin, tu vois. Donc, c'est important d'être dans l'entreprise, mais pour certains annonceurs, pour certaines institutions, c'est pas possible d'avoir une création de poste en community management ou en social ads où ils ont pas de maîtrise d'ouvrage dessus, donc ils le font en externe et du coup là on est ravis d'intervenir. Voilà. Donc on est bizarre parce qu'aussi des fois il y a des choses, on dit aux gens que c'est pas une bonne idée d'acheter ça quoi. On leur dit non, tu veux pas acheter au hasard en premier du SEO, au hasard en premier une refonte de site et tout, parce que nous on n'est pas magiciens, c'est super, tu vas avoir des likes sur Facebook, what's next, qu'est-ce qui va se passer, ça va pas te rapporter le chiffre d'affaires, ça va pas te voilà. Et donc très souvent les gens ils viennent nous voir en disant bonjour, je voudrais des fans, on leur dit vous voudriez pas plutôt du CA parce que c'est cool mais les vanity metrics, donc en gros c'est les chiffres pour se la péter,
Ça sert à rien, hein. Tu peux briller en que dire 4 minutes et ensuite, quand on te demande vraiment des comptes, surtout d'un point de vue financier, t'es mal. Voilà. Donc, cette transmission, elle est importante et de nouveau, l'annonceur, mieux il comprend, mieux il va, mieux les appels d'offres seront quali, mieux il va comprendre ce que toi tu fais et mieux il va vouloir monter en strat et du coup nous l'émission elle va être plus intéressante. Donc c'est pareil à l'école, tu sais c'est vertueux, plus tu vas former des ressources qui auront la tête bien faite ou en tout cas plus ou moins faites comme toi t'as besoin en agence. Déjà plus tu vas pouvoir sourcer puisque moi j'ai recruté des personnes qui étaient issues de mon master. C'est ce que j'allais te demander. Voilà. Et surtout, plus tu vas trouver aussi des gens chez les annonceurs qui auront conscience des mêmes niveaux d'enjeux et tout ça, qui vont aller plus loin que combien de likes, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, un peu le retour sur investissement. Voilà, ouais, exactement. Donc ça, c'est important. Et donc, pour revenir sur ta question initiale, oui, j'aime transmettre. Je manque de temps maintenant, donc il y a plein de choses et je suis moins dans les sujets opérationnels. Donc je délègue des cours et je vais en déléguer de plus en plus. Mais cette direction aux personnes de ta team, aux personnes de ma team notamment, ou anciens de la team. Coucou Florian Chouet, qui est un de nos anciens, qui est un très bon formateur aussi, qui est freelance maintenant. Je pense que ça va me permettre de me recentrer sur l'agence et sur la suite de la vie de l'agence et l'accélération qui est en train de se profiler là. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose de cool parce que la direction de master en fait fait que tu définis le programme, tu dis qui seront les intervenants. Et après j'ai une excellente responsable pédagogique, coordinatrice qui va les appeler, organiser les plannings et tout. Ça c'est pas moi qui fais, sinon ce serait chronophage et impossible. Vraiment elle fait un taf incroyable, Elodie André, et je la remercie beaucoup de sa diligence et de son énorme valeur ajoutée. Et moi sinon après mon taf est facile entre guillemets, c'est-à-dire que j'accompagne les projets professionnels au-delà de donner quelques cours, quelques journées de cours par an, et je suis directrice de mémoire et jury de mémoire pour les étudiants de ma promo. Voilà. Donc c'est ça m'occupe de octobre à mars. Je donne quelques jours de cours et je fais du suivi. Et ensuite de mars à juillet, je les accompagne sur leur mémoire, ils rentrent en juillet et après je suis jury en septembre, donc ça veut dire que pendant l'été il faut que je relise tous les mémoires, donc les années où j'ai une promo de 20 personnes, c'est 20 fois 50 pages de mémoire hors annexe, hein. Donc il faut aimer la lecture, mais je lis 2,7 fois plus vite que la moyenne. Et d'ailleurs je m'excuse auprès de tous les gens qui trouvent que je parle trop vite, je suis absolument désolée, j'ai un débit infernal et c'est pénible pour l'ensemble de mon entourage, donc pardon. Et pour le coup, tu parles de vitesse et tu viens de parler d'accélération, accélération de l'agence. C'est quoi parce que est-ce que avec les experts du digital, donc ça a été racheté il y a 2 ans, c'est ça, en 2018. Est-ce que ça a provoqué une certaine accélération ou pas trop, ou c'était juste histoire de se diversifier, d'aller aussi sur la formation. Accélération, c'est quoi les projets Alors, c'est quoi les projets déjà, il faut savoir que nous, quand on a passé le cap du million de chiffre d'affaires il y a quelques temps. C'était l'année dernière, ça, c'est ça? Ouais. Merci. On a été, choqués et déçus. Non, pas déçus. Mais si tu veux, la croissance, c'est une machine à laver, quoi. On a fait 100% de croissance par rapport à l'année précédente, si tu veux. Donc, et puis encore 100% par rapport à l'année d'avant et tout ça. Donc en fait, on a grossi assez vite et toujours en bootstrap, hein, sans fonds extérieurs ou quoi que ce soit, même si il en a été question à un moment donné. Bisous John, mon investisseur préféré, avec qui t'inquiète, on fera des trucs. C'est toi qui allais les chercher? C'est toi qui allais chercher John, ou par concours de circonstances, on s'est connus. Mais en fait, voilà, sur Ota, il n'y a pas de sens de faire une valo et on n'a pas de techno, on n'a rien. Tu sais, faut être réaliste. On est une boîte de service, on vaut rien, quoi. Bref. J'aime bien me faire du mal et me dévaluer comme ça. Passion. Donc accélération, parce que on vient sortir d'une machine à laver là, on s'est fait une année de consolidation. Donc pour certains ça peut être une stagnation, mais pour moi c'est rassurant, ça veut dire qu'on n'a pas fait un pic de perf une fois. Et la croissance, c'est terrible, ça te lave, ça te retourne, ça te rince, ça te shampouine, ça te noie. Vraiment la croissance c'est dur et ça crame du cash. Donc la croissance c'est dans les
sur le papier, c'est super sexy, mais en vrai, pour arriver à bosser, faire les choses en profondeur, non, et ça peut être douloureux pour les équipes, et dans certains cas, ça a été... Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, mais parce que tu dois faire 1000 choses en même temps, quoi, donc voilà. Okay. Donc il peut, on essaye de faire en sorte qu'il y ait le moins de casse possible, mais on n'est pas à l'abri, quoi. Donc ouais, consolidation, une année de structuration, et là l'année prochaine, en fait, je vous dis tout ça parce que là, on est arrivé à ce stade de CA sans avoir de pôle commercial. On n'a pas de business developer. Énorme. On n'a pas de directeur commercial, on n'a pas de ce que tu veux, enfin en tout cas on n'en avait pas jusqu'à il y a 3 semaines et demie, donc si tu veux, là on a un bizdev junior qui vient de rentrer, qui d'abord apprend le métier et après il ira sur le terrain et il ira taper à vos portes, mais pas comme ça, mais ouais, social selling quand même, calmons-nous, à vos LinkedIn. C'est ça. mais en fait jusqu'à présent on s'est développé de façon organique, donc... c'est énorme, chapeau. Cool. Ouais, on a une excellente... Alors, il faut aussi rendre à César ce qu'il y a à César. On a une excellente presta RP qui s'appelle Lisa Villers, qui est merveilleuse et qui nous a donné de la visibilité dans les médias parce qu'on avait... en fait, on se disait, même des fois, je sais pas, genre tu gagnes 10 budgets d'un coup. Je suis au téléphone avec Lisa et je lui dis, voilà, on a gagné ça, on a gagné le grand, on a gagné Seniorial, on a gagné machin, c'est Discount Energy, blabla et tout. Elle me fait, mais c'est génial, putain, c'est trop bien et tout. Je dis, ah ouais, tu crois qu'il faut faire un CP et tout. Enfin, tu sais, moi, je suis toujours hyper... je suis pas blasée, hein, attention, mais je me dis, ouais, mais attends, t'as vu, l'agence machin, ils ont fait ça, Saint-John, c'est hyper cool ce qu'ils font, tu vois, et je suis toujours très admirative de ce qui se fait ailleurs, donc j'ai toujours eu des réticences. Et en fait, Lisa, elle a levé ça, parce que c'est son métier, de dire, mais non, mais écoutez, on pourrait valoriser ce que vous faites là, puis là, vous avez un parti pris, ici, vous avez un ADN d'agence, et en fait, ça, on l'a compris, parce que Lisa nous a expliqué que c'était différent d'ailleurs, voilà. Donc en fait, ton commercial, c'était tes résultats, quoi. C'était les résultats et un peu de RP et voilà, et c'est tout. Ouais, c'est ça. Et donc, et puis les réseaux sociaux. Hein. Arnaud et moi, ça fait des années qu'on fait de la représentation entre guillemets, c'est-à-dire qu'on donne des confs, des cours, des ateliers, voilà. Mais c'est tout. Ça s'est limité à ça. On n'a jamais fait de trucs sortants. Et puis, honnêtement, on a répondu à des appels d'offres, mais très souvent, on nous a demandé de répondre, quoi. Enfin, on nous a demandé de répondre, non. Mais on nous a dit, ce serait bien que vous vous positionniez. On aimerait bien vous entendre. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc, ouais, écoute, c'est une nouvelle dynamique pour l'agence. Et puis là, on va avoir un directeur du développement qui va arriver et normalement qui va tout casser. Enfin, à minima, il pourra faire que mieux que ce qu'on fait jusqu'à présent puisqu'on fait rien. Voilà. Ok, c'est canon. Tu t'organises comment dans tout ça ? Comment je m'organise ? Ce que je me dis, et en plus c'est drôle parce que la dernière fois c'est grâce à Adrien pour le coup qu'on s'est Adrien Desmarais qu'on s'est mis en relation, et la dernière fois quand j'étais avec lui, merci Adrien, et la dernière fois que j'étais avec lui, j'ai regardé ton profil LinkedIn, 2 minutes plus tard tu regardais le mien, donc je me dis elle est au surtaquet. Et si t'es au surtaquet surtout, mais comment tu t'organises, quoi? Je m'organise pas. Ok, d'accord. C'est un type d'organisation? Non, enfin, en vrai, si, je m'organise. Tu sais, dans mon agenda, je prends rendez-vous avec moi-même pour faire plein de choses. Donc, je prends aussi rendez-vous avec moi-même pour faire du sport. Je prends rendez-vous avec moi-même pour déconnecter. C'est très pénible. Hein. Je suis quelqu'un avec qui il est difficile de vivre. Hein. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai divorcé. Mais je le reconnais, mais totalement. Sinon, il se passe toujours 10 000 trucs. Ma devise préférée, c'est l'enfer est pavé de fausses urgences. Donc il faut arriver à trier et puis prendre les choses comme elles viennent. Et de toute façon, la priorité, c'est mes enfants et mon équipe. Et puis mon conjoint aussi. Hein, voilà. Accessoirement. Je me suis remise avec un entrepreneur qui du coup comprend mieux le délire. Et je prends les choses au fur et à mesure. Je ne réponds pas toujours à tous les emails. Ça, j'ai fait le deuil de l'inbox 0 et de tout ça. Donc, il y a des choses sur lesquelles, franchement, si je répondais à 100%, j'aurais pas le temps de bosser. Donc, parce que je suis très sollicitée, je suis dans la boucle de plein de trucs, voilà. Donc, j'ai fait le deuil. Au début, c'était une énorme source de culpabilité, j'en dormais pas, et finalement, je finissais par dépiler mes mails la nuit. Honnêtement, si c'est urgent, les gens te relancent. C'est horrible, hein, mais évidemment, si c'est un client, si c'est machin, il a le numéro magique, il a le mail magique et tout, t'inquiète, on répond. C'est bon. Voilà, puis il y a des gens dans mon équipe, bien heureusement, qui sont dans la boucle et qui sont plus réactifs que moi. Mais ouais, enfin, je réserve des créneaux dans mon agenda. Et puis après, sinon, il faut faire du multitâche, hein, il faut faire plein de choses en même temps.
Là, je sors d'1 an de parentalité solo et garde alternée. Donc en plus, la gestion 1 semaine sur 2 de mes enfants et tu les déposes le matin et tu les récupères le soir à heure fixe. Et il faut compresser ta journée pour que ça rentre. Et bah ça, c'est chaud aussi, quoi. Je sais pas. J'ai pas de super pouvoir. J'ai juste une excellente équipe qui fait que je peux me reposer sur eux et très vite leur déléguer des choses dès que j'ai quelque chose dans le pipe qui est trop pour moi, quoi. Ok, cool. Génial. Je trouvais ça hyper intéressant, tu as répondu dans une interview à la réclame, interview, je sais pas comment, je dis ça n'importe comment, interview, la réclame sur la conscience des consommateurs, et notamment c'était par rapport au scandale de Cambridge Analytica, et tu disais que le niveau de conscience des consommateurs face à l'utilisation de leurs données n'était pas à la hauteur. Et alors une question, comment on fait pour qu'il le soit Enfin si tu sais, est-ce qu'on a des outils Pour donner un peu de contexte, nous on fait de la publicité ultra ciblée via les réseaux sociaux en utilisant la data, donc qui est anonymisée mais qui est fournie par les réseaux sociaux, donc par les régies sociales. Et en fait, ça dépend si tu mets ta casquette de consommateur ou de marketeur, mais dans un cas c'est génial et dans l'autre cas c'est flippant en fait. Le niveau d'information de Facebook, enfin je dis Facebook mais c'est Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et toute la galaxie, voilà, et l'ensemble des réseaux au-delà de la régie Facebook. Donc comment éduquer le consommateur, c'est enfin tu vois, dès l'école et au quotidien, et je pense qu'il faut vulgariser, il faut prendre le temps de vulgariser, il faut davantage de transparence de la part des régies pub, des agences, des annonceurs. Et puis voilà, enfin après ça va faire partie des nombreuses choses qu'on doit dire pour éduquer les enfants, même en tant que parent, tu vois. Moi mes enfants, il y a pas leur visage sur les réseaux sociaux parce que c'est mon métier et du coup je sais très bien ce qui en est fait. Par contre, je dis pas que aucun GAFAM ne les connaît parce que j'ai un Google Phone, ils sont dans mon cloud. T'inquiète, la reconnaissance faciale, quand je tape Kid dans mon moteur de recherche interne sur mon téléphone, il a bien compris que c'était mes gamins, quoi. Donc non. En revanche, moi je vais reprendre une formule de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Tristan Nitto, qui travaille chez Quant. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quelqu'un de brillant et c'est un très beau projet, Quant, qui dit qu'il y a une forme d'hygiène numérique à développer auprès du grand public. Je suis d'accord avec ça. En fait, aujourd'hui, quelqu'un qui se lave pas les mains, donc là je paraphrase, quelqu'un qui se lave pas les mains quand il sort des toilettes, tu lui dis c'est sale, et peut-être que demain, quelqu'un, quand tu vas rentrer chez lui et qu'il va avoir un Google Home, tu lui diras c'est sale en fait, parce que je veux pas que mes données soient utilisées, je veux pas que, enfin tu sais, la voix c'est une empreinte biométrique là, je te donne mon empreinte biométrique là en enregistrant ce podcast. Donc il y a réutiliser et tout. Et puis tu peux faire plein de trucs avec mon visage, tu peux faire un deepfake avec ma voix, tu sais comme les vidéos d'Obama calquées sur ses discours où tu lui fais chanter une chanson et tout. Enfin, tu peux faire plein de choses avec la voix ou le visage de quelqu'un. Donc, il y a cette notion d'hygiène numérique qui aujourd'hui n'est pas appréhendée par la plupart des gens en fait, parce que soit ils s'en foutent, soit voilà. Mais il y a des gens brillants qui l'expliquent beaucoup mieux que moi. Il y a une autre interview de Clément Gers, qui est un entrepreneur à Bordeaux, Synapse Medicine, qui expliquait que demain, ça se trouve, tu auras le choix, soit tu te fais soigner mal à l'hôpital dont la casse du système public et gratuit sera terminée d'ici là, soit tu te fais soigner mal à l'hôpital, soit tu te fais soigner dans une clinique Apple en échange de tes données. Et si tu as déjà vendu tes données, c'est foutu. Enfin, j'explique pas, mais en gros, il a un raisonnement très intéressant sur le sujet. Donc, tes données, elles ont de la valeur et demain, tu pourras les monétiser, quoi, d'une autre façon. Donc, il faut être conscient de ça. Là, les deux interviews auxquelles je fais référence, si jamais vous voulez en savoir plus, c'est sur la chaîne YouTube Regard Connecté, qui est la chaîne YouTube de mon fiancé qui s'appelle Thomas Gouritin. Donc, ça marche. Petit coup de pub. Voilà. Petit coup de pub. C'est important parce que il s'est entretenu avec des gens comme Claudie, anciennement Claudie André Dehaye, voilà. Il s'est entretenu avec Laura Alexandre, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quelqu'un d'intéressant, Idriss Aberkan, voilà, des gens comme ça, Randindi aussi. Je pense que sa démarche et la mienne sont vraiment dans la vulgarisation, et donc
pour revenir sur cette approche de données, c'est important que les gens comprennent d'un point de vue vulgarisé ce que c'est les données, comment ça fonctionne, par où ça transite et qui sont les parties prenantes. Et en l'occurrence, actuellement les GAFAM et bientôt les BATX, les géants chinois, asiatiques du web. Ouais. Et il y a un peu de taf avec tout ça. Il y a beaucoup de taf, ouais. Mais c'est un projet... Je sais que j'ai pas l'air, quand je parle, d'avoir beaucoup de temps libre, mais sur mon rare temps libre, j'ai 2 passions. La première, c'est l'architecture et l'investissement IMO, et la deuxième, c'est la data et les sujets autour de l'IA. Donc voilà, raison pour laquelle j'ai rencontré mon conjoint. Ok, ça marche. L'investissement immobilier, t'en fais depuis rien depuis à voir. pas très longtemps. Mon objectif là, je suis en train d'acheter mon 2e bien. L'objectif, c'est d'avoir 5 biens avant mes 35 ans. Ok, ça marche, cool. Ouais, il va falloir se manier, mais j'ai pas peur. Ça va le faire. Tu trouves ça, j'imagine, c'est excitant ou flippant de pas savoir ce que ton métier sera dans 2-5 ans? D'un point de vue, je sais pas, mon DAF te dirait que c'est flippant. Forcément, quand t'es directeur financier, t'aimes bien les certitudes. Mais moi, je trouve ça cool et excitant parce que je me ferais chier en fait sinon. Okay. Et le fait qu'on ait tu vois, au départ on vendait du community management, un peu de relations influenceurs et de l'e-réputation. Après, tu vois, c'est devenu un métier e-réputation, social listening, c'est devenu un métier complètement à part. Il y a des copains chez Digital Insiders, Firstlink et tout ça qui sont des agents spécialisés maintenant. C'est devenu un métier vraiment séparé d'une autre. Social ads ensuite qui sont apparus et donc nous on s'est spécialisé sur les social ads. On a pivoté déjà 2 fois et demi dans la vie de l'agence et on continuera à le faire et on va se positionner sur des nouveaux canaux. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas peur de former les gens et de leur dire internaliser, parce que c'est notre taf demain de trouver des nouvelles compétences à leur apporter en externe. C'est ça le métier d'agence et c'est aussi pour ça que y a certains acteurs sur le marché qui se cassent la gueule parce que y a la notion de devoir se réinventer quoi. Voilà, donc faut se former en continu, faut apprendre à maîtriser les nouveaux réseaux, les nouveaux usages, les nouveaux canaux, ce que tu veux. Mais il y a des nouvelles pratiques et donc ça, je sais pas de quoi demain sera fait. Et heureusement parce que sinon, tout de suite, je plaquerais tout pour reprendre mes études, devenir architecte, tu vois. Parce que j'aurais peur de me faire chier. Ok, ça marche. Et d'ailleurs, t'as toujours, tu checkes toujours ce qui se fait aux États-Unis, j'imagine, parce que souvent ils ont forcément pas. Justement, on fait beaucoup de veille. On fait beaucoup de veille. C'est façon, ton équipe et toi. Ouais, mon équipe, mon équipe et moi, on fait beaucoup de veille sur les usages, que ce soit en termes d'édito, en termes de innovation techno, en termes de data, en termes de changement d'algo sur les différentes plateformes, en termes de nouvelles fonctionnalités. Enfin, il y a une veille énorme, comme je te disais, ça prend du temps mental, mais c'est important dans notre métier. Et puis ça aussi, les annonceurs, tu sais, ils ont pas le temps de le faire. Donc c'est pour ça, pour revenir sur le sujet de la formation, que on a racheté l'organisme Les Experts du Digital il y a 2 ans pour pouvoir transmettre ces nouveautés de façon régulière et donc on a inventé un format, Julia en l'occurrence, la créatrice de l'entreprise avant qu'on la rachète, a inventé un format qui s'appelle Veille et Club Sandwich. Donc en fait c'est un temps où pendant la pause déj, les annonceurs type Crédit Agricole ou d'autres grands comptes locaux ou PME, il y a quelques startups aussi qui adhèrent chez nous, viennent s'acculturer entre guillemets, et donc on leur offre un sandwich et en même temps Arnaud ou moi ou un expert externe vient dérouler la veille et toutes les actualités qui se passent dans le web marketing, le social, tout ça. C'est des formats utiles et il y a vraiment besoin de le faire quoi. Et puis dans des entreprises où tu fais pas de veille, ça se ressent très vite en fait. Ok. C'est génial parce que avec la formation, avec le fait d'intervenir dans des cours, en fait, t'es tout le temps au courant de ce qui se passe, aussi bien auprès des clients que les personnes. Oui, sûrement. Majoritairement et avec l'aide de mon équipe, mais oui. Oui, mais c'est génial d'avoir justement tous ces points d'entrée pour être au courant de tout et ne rien louper, quoi. Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, je lâche tout, je me barre à l'autre bout du monde? Tout le temps, c'est la vie d'entrepreneur. En fait. Quand t'es entrepreneur, c'est une vie très bipolaire, quoi. T'as les grosses phases d'euphorie, et puis t'as les grosses phases de oh putain ma vie c'est de la merde, et puis tout ce que j'ai tout mal fait, et puis c'est de la oh là là, et puis c'est affreux, on va se casser la gueule et tout. J'ai eu un vrai moment horrible de tout plaquer. Il y a ça va faire 4 ans maintenant. En 2016, après donc. J'ai pris un congé maternité d'1 mois et demi et donc j'ai programmé un bébé pendant les vacances scolaires pour que ça corresponde à l'été, à la période où on est moins sollicité pour les annonceurs. Donc, j'ai eu de la chance que tout marche et que tout aille bien selon le plan. J'ai pu m'arrêter à cette
période-là, mais on était dans une phase très dynamique pour l'agence. Ouais. Mais par contre, c'est une période où j'étais fatiguée. Et puis j'ai eu un bébé, j'ai eu envie aussi de passer un peu de temps avec elle. Normal. Et tu la drops à 8-10 semaines à la crèche, quoi. Hein. Donc c'est pas rigolo. Ouais. Et puis comment dire, tu t'es dans une période de remise en question de tout ça. Ça faisait déjà quelques années que je faisais ça, donc tu vois, un espèce de blues, quoi. Et c'est une période où on a eu un creux en termes de business, alors qu'on s'était staffé, et donc forcément la problématique de renta. C'est une année où dans l'année, j'en ferai pas mystère, c'est une année où je me suis payé 4000 balles dans toute l'année. Ah ouais. Ouais, c'est pas drôle, hein. Alors que en face, on gagnait des compètes, on faisait des trucs de ouf, mais je payais mes salariés et mon associé qui est pas gérant en premier. Et donc moi, j'estime que le devoir du gérant, c'est de veiller sur sa trésor. Et donc du coup, pendant des années, j'ai laissé. Je viens juste là de racheter, de faire racheter mon compte courant d'associé. En gros, c'est le fric que tu laisses dans la boîte pour la faire tourner, pour avoir de la trésorerie. Vous avez de la trésorerie chez Enfin, combien de mois d'avance? Si c'est un peu, mais en fait, si tu veux, en gros, j'avais quelques dizaines de milliers d'euros dans la boîte, donc qui comptaient, enfin sur lesquels j'avais cotisé, machin, qui comptaient d'un point de vue comptable, mais que je m'étais pas versé, quoi. Ça plus donc l'année où j'ai minoré ma rémunération parce que je me sentais coupable de m'être barré en congé mat, ce qui est débile, hein, mais passons. Et 2, on était trop limite en termes de renta et je voulais afficher des beaux résultats parce que tu sais, quand tu réponds à un appel d'offres, faut que ton dossier soit clean et que tes bilans soient clean. Comment tu fais ça? Tu diminues tes charges. Voilà. Et donc voilà, du coup... Donc cette année-là, tu t'es dit peut-être que... C'était une année pas drôle, ouais. Donc cette année-là, c'était chaud. Et merci à mes copains et copines entrepreneurs bordelais et évidemment à mon associé qui m'ont, ramassé la petite cuillère et 2, boosté, quoi. Parce que c'était pas une période où j'étais rigolote. Même si, en face, on signait des nouveaux deals, on faisait plein de trucs, mais le temps que, 1, ça signe, 2, ça démarre vraiment, 3, le fric arrive, parce que toi-même, tu sais, les délais de paiement, il a fallu du temps. Donc c'est on va dire, le cycle de l'entrepreneur qui est difficile. Et tu vois, moi, je me suis remise en couple après mon divorce avec un entrepreneur, parce que c'est très difficile, j'en parle tout le temps avec d'autres entrepreneurs, c'est hyper difficile de comprendre ce que c'est quand t'es pas dedans, quoi. De comprendre la douleur, l'isolement que tu peux avoir, les crises de paranoïa aussi, le côté hyper enthousiaste et hyper complètement dithyrambique à certains moments, et d'autres phases où vraiment t'es au fond du sac, quoi. T'as l'impression que tu vas jamais remonter, tu dramatises tout, tu deviens cynique et tout. C'est ouf, hein. Tu deviens désagréable. Non, c'est pas facile, hein. C'est impressionnant ce que le corps est capable de faire et le cerveau capable de retourner cette courbe. Donc voilà, si jamais ça vous arrive, sachez que vous n'êtes pas seul, et on pourra faire des thérapies de groupe si ça vous intéresse, et que vous êtes pas contre les gens qui parlent trop vite. Parfait, c'est noté, rendez-vous pris. À Emera, du coup, je m'invite. À Emera, du coup. Je l'incruste. Allez, parfait. Adrien, Alexandre, préparez-vous. On arrive nombreux. On va faire des thérapies de groupe. Tu utilises quoi comme outil pour t'organiser? T'en as parlé rapidement. Honnêtement, Google Notes, Trello et puis mon agenda Google que j'organise. Donc du coup, je prends des rendez-vous avec moi-même et je définis des plages horaires pour soit faire de la prod, et là j'avance sur tel dossier, et puis des rendez-vous et des plages réservées, parce que sinon honnêtement, je ne m'en sors pas. Et astuce et truc aussi de gens chelous, on n'a pas de téléphone à l'agence et moi je réponds rarement au téléphone. Du coup, si jamais vous avez essayé de me joindre parce qu'on vous a filé mon numéro, sachez que c'est pas parce que je vous aime pas ou que je filtre mes appels, c'est que je réponds pas au téléphone, en fait. Ok. Hors cas particulier et numéro premium, je ne réponds pas au téléphone parce qu'en fait ça pète la prod. Ça pète mes moments réservés. Où t'es à fond. Mais et en fait, sinon, j'arrive pas à bosser, j'arrive pas à avancer. Et l'interruption permanente, c'est l'ennemi de la production, de la productivité. Et puis aussi, tout simplement, parce que si je donne une formation, un atelier, un cours, je vais pas m'arrêter au milieu pour décrocher le téléphone, c'est pas très poli. Oui, d'accord. Donc, mon métier impose ça. Et aussi, accessoirement, avec les années, maintenant, je déteste le téléphone.
Okay. Voilà. Donc limite ça provoque une phobie chez moi de devoir décrocher et tout. Donc après on fait quand même des calls, si tu veux, avec les clients. On fait des rendez-vous prédéfinis et s'il faut bien sûr on fait un call d'urgence. Ouais. Mais majoritairement on fonctionne par écrit et notamment parce que tout simplement il faut aussi garder des traces écrites. On est dans un métier où on demande des validations parce qu'on prend la parole au nom des marques. Donc oui le client validé par téléphone, ça no fucking way, ça n'arrivera pas. Ça doit pas arriver chez nous. On a des process très précis sur le sujet et donc on fait des BAT par écrit quoi. Ok, super. Et ta team, elle peut te joindre facilement? Ouais, en tout cas j'essaye. Porte fermée. Non, trop pas. Et j'essaye de faire en sorte que ce soit d'être le plus accessible possible, même des fois quand je suis pas à l'agence ou quand je suis en déplacement. On a une messagerie interne qui s'appelle WorkChat, qui est un dérivé, si tu veux, c'est la version Facebook professionnelle, donc Workplace. Et donc c'est notre équivalent de Slack, quoi, tu vois. Yes. Ok. Cool. Et sinon, et quand je réponds pas, n'hésitez pas à m'envoyer des messages par Twitter. Les gens savent. C'est ouf. Tu retweets à peu près 20 posts par jour. Enfin, ça dépend des jours, j'imagine. Mais make it, ça dépend des jours. Moyenne basse. Je parle beaucoup trop sur Twitter, mais voilà. Mais j'ai une consommation frénétique de Twitter parce que c'est l'endroit où je fais ma veille, c'est l'endroit où je fais mon recrutement, et c'est même l'endroit où j'ai rencontré mon fiancé. Donc, forcément. Twitter, c'est ta vie, quoi. C'est ma vie sociale et mes meilleurs amis sont issus de Twitter, mais voilà. Ouais, non. Merci Twitter. Grave. Pour le coup. Mais Twitter m'a amené énormément, tu vois, c'est ce que je te disais, IBM, Microsoft, machin, tout ça, c'est Twitter, quoi. Ok. Putain, plein de business, ça arrive de Twitter aussi. Ouais. Donc ça sert pas à rien. Comment tu progresses? Comment je progresse? Aussi bien dans ta vie pro que perso, pour le coup, enfin dans ta vie en général. En prenant des décisions rapides. Ok, rapide, c'est que quoi? ce soit de monter une boîte, avoir des enfants, divorcer, machin, je prends des décisions rapides. Je fais des moves rapides, en termes de business, d'investissement aussi, de tout ça, rapide. Ouais. T'entends quoi par rapide, par exemple? Tu parles d'investissement, sur un investissement, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va pas se traiter 30 ans, Michel. C'est là, c'est maintenant, on analyse toute la data, et puis si c'est bon, on y va. On va pas se regarder... souvent, tu vois, il y a des gens qui viennent me voir qui me disent ouais, j'hésite à entreprendre et tout parce que blabla, parce que truc, et puis j'ai peur. C'est déjà trop tard, quoi. Enfin, non, c'est bien d'être prudent, mais au bout d'un moment, faut arrêter de tu vois. Go for it. Et puis teste et tu verras ce que ça donne. Quoi. Donc voilà comment je fonctionne, en prenant des décisions rapides et puis en analysant un maximum de données et puis en me lançant. Enfin, faut de la spontanéité, sinon ça marche pas, quoi. Carrément. Et ça t'a pas fait, enfin t'as pas eu quelques échecs avec ça? Bah ouais, si, évidemment. Ton plus gros? S'il y en avait un à retenir? Mon plus gros échec, il y a eu des échecs d'associations, je te l'ai dit, avec Stephen, mon code. Le fameux. Il y a eu des tentatives. En fait, j'ai depuis plusieurs années des side projects. Et du coup, pour plein de raisons, on les a pas développés. Qui sont en rapport avec les social media et tout? Ou en tout cas de façon plus ou moins lointaine, et on les a pas développés parce que pour plein de choses, donc j'ai peut-être perdu du temps là-dessus. Et c'est ça les échecs en fait. Après, il y a rien. Le plus important dans ta vie, c'est la santé, celle de tes proches et ton bien-être. Si tu meurs demain, tu te diras pas j'ai pas assez travaillé. En tout cas, moi non. Donc non, je pense que les échecs sont plutôt d'ordre personnel parce que l'entrepreneuriat, ça a un coût humain, de santé et social. Donc je pense que c'est ça mon principal échec. Les gens me disent ouais, c'est génial ce que t'as fait, etc. Encore une fois, je suis pas Jacques Séguéla, quoi, hein, donc toute proportion gardée. Mais ouais, les regrets que je peux avoir, c'est plutôt personnel, ouais. Ok, ça marche. Merci pour cette honnêteté. Il y a des choses sur lesquelles tu voudrais revenir qu'on n'a pas abordées? Des trucs qu'on n'a pas abordés, sur le développement de l'agence et sur les trucs qui nous excitent. Alors ça aussi tu vas nous dire, c'est au niveau de l'agence, et je veux savoir aussi toi, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Alors, qu'est-ce qui m'anime au quotidien? Mon équipe, mes collabs. Franchement, il y a des jours où mon métier, enfin tu vois, les métiers du conseil, c'est toujours
c'est de la frustration les métiers du conseil parce que les clients n'ont pas forcément toujours les moyens de leurs ambitions ou alors la capacité pour des raisons de frein interne de faire tout ce qu'on pourrait faire. Donc les métiers du conseil c'est frustrant et si on tient aussi c'est parce que l'équipe est cool. Donc c'est ça qui m'anime principalement et puis leur donner des bonnes conditions de travail, apporter de nouvelles choses, du confort, c'est ça qui me fait envie quoi. Et les gens avec qui même je bosse moins au quotidien dans mon équipe, c'est des gens à qui j'accorde beaucoup de valeur parce que c'est des gens très efficaces et qui, même s'ils me sollicitent peu, que j'aime d'amour. Donc voilà. Et sinon, à part ça, c'est la passion, la curiosité, le fait d'avoir de nouveaux sujets. On est dans un métier où on a tout le temps des problématiques différentes et donc c'est excitant, tu vois. Moi, je pourrais pas être chez l'annonceur parce que je suis beaucoup trop dispersée et surtout j'ai 18 000 idées à la minute et ça ferait chier tout le monde. Donc non, le contexte agence est très bien pour canaliser des esprits comme le mien. Ok, ça marche. Et sur Ota alors ? Tu parlais de... Ouais, sur Ota, là, on a des choses dans les tuyaux, de rapprochement avec d'autres structures, d'accélération, donc je le disais, de gros recrutement. Des structures que tu vas absorber ? Pas absorber, mais rapprochement. Ouais. Ça marche, on va rester ça. Pour l'anecdote, on a déjà été approché par des, parfois, très gros groupes de la région pour être achetés. On a dit non, ou en tout cas ça s'est pas fait à chaque fois parce que pas le bon timing, pas la bonne personne, pas tout ça. On a failli se rapprocher aussi d'une autre agence, ça s'est pas fait aussi et finalement c'était une bonne chose. Même si on les aime beaucoup. Je pense que là, les prochaines années, ça va être de la consolidation parce que c'est dans l'ordre des choses, quoi. Et donc, s'adosser à une structure plus grosse, qui peut être parisienne, ou ça fait sens. Ok, ça marche. Et bah super. Merci. Je crois qu'on a vu pas mal de choses. Des choses différentes. C'est génial, hyper intéressant. Si, moi alors déjà ça m'a fait rire parce que sur ton Twitter, tu mets plein de choses. C'est Soul Music Lover. T'aimes bien voyager, énormément voyager. C'est quoi ton pays préféré? Oui, c'est compliqué ça comme question. Il y a quand même la Scandinavie pour les valeurs, le modèle social c'est magnifique. et la langue et plein de choses et puis les paysages. Donc plutôt la Suède, Team Suède. Ouais, Team Suède. Et puis sinon après j'ai redécouvert, puisque mon papa est originaire de Guadeloupe, j'ai redécouvert les Caraïbes il y a peu de temps. Et donc là en ce moment j'y vais beaucoup, j'y suis allée 2 fois l'année dernière. Là j'ai déjà une conférence prévue en Martinique au mois de mars et je vais probablement y retourner une autre fois, donc gros délire quand même avec les Antilles. Ok, super. Et ça m'a fait rire, tu mets pour jokes, tu fais des mauvaises blagues. Je passe mon temps. En gros, les gens qui sont sur Twitter savent que je fais des blagues pourries tout le temps. De temps en temps, il y a des gens qui me disent hyper drôle ta blague sur Twitter. Je suis en mode ok, je dois pas avoir des standards très élevés, mais merci. Parce que en général, c'est dit dans ma bio Twitter, mais LOL n'amuse que moi. Vraiment, j'assume ce truc-là. Je me fais unfollow par des gens qui ne voient pas l'intérêt de ma blague. Je comprends. Et tu comprends et t'assumes totalement, quoi. Tes blagues de qualité. Pour te suivre, te joindre, Twitter. Twitter, STHAZ, STEA-SHAZ. Instagram un peu pareil, mais surtout ça. Et vous aurez plus de chance sur Twitter que sur LinkedIn. Ok, ça marche. Et écoute Stéphanie, merci beaucoup. Merci, j'étais ravie. C'était chouette comme format et longue vie à ton podcast. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. C'était le 2e épisode du Pompon et j'espère qu'il vous a plu. Il y a encore quelques ajustements de micro à faire pour une prise de son parfaite, j'en suis bien conscient, et ça va venir petit à petit. Si vous pouvez partager, liker, recommander, noter, faire tout ce que vous pouvez pour que ce podcast soit connu et écouté par le plus grand nombre, ce serait génial. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode tout aussi passionnant du Pompon. Et surtout, d'ici là, rencontrez un maximum de monde. Allez, bonne semaine à tous!